la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les hépatites virales constituent un problème mondial de santé publique. Elles sont responsables de maladies aiguës et chroniques. Elles touchent tous les pays du monde avec des conséquences plus dramatiques dans les pays à ressources limitées. L'hépatite virale est une inflammation du foie causée par l'un des 5 virus de l'hépatite A, B, C, D ou E. L'émission de ce jour portera sur la transmission mère-enfant des hépatites virales B et C. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 325 millions de personnes vivent avec les hépatites virales B et C. L'hépatite B est responsable de plus de 900 000 décès par an. Seulement 10% des personnes vivant avec l'hépatite B et 19% vivant avec l'hépatite C connaissent leur statut. 42% des enfants dans le monde ont accès à la dose de naissance du vaccin contre l'hépatite. D'après de nouvelles estimations de l'OMS, la part des enfants de moins de 5 ans présentant une infection chronique par le virus de l'hépatite B est passée de 5% dans les années 1980 à un peu moins de 1% en 2019 grâce à la vaccination. Et on estime que dans les pays à forte endémicité, pour les hépatites virales comme le Burkina Faso, la majorité des enfants auront été en contact avec le virus avant l'âge de 5 ans. Notons qu'une femme porteuse du virus de l'hépatite B peut le transmettre à son bébé qui à son tour court le risque de devenir un porteur chronique du virus dans 90% des cas, ce qui les expose au risque ultérieur de cirrhose et de cancer du foie. Selon des études réalisées entre 2007 et 2009 au CHU Ouagadougou, le taux de transmission mère-enfant de l'hépatite B varie de 6 à 35%. Et pour parler de cette question de santé publique, je reçois pour vous sur ce plateau Dr Marie-Emmanuelle Zouré, médecin de santé publique. Dr Zouré est la directrice de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles. Docteur Hyacinthe Zamané. Docteur Zamané est maître de conférence agrégé de gynécologie obstétrique à l'unité de formation et de recherche de la santé de l'université Joseph Kizerbo. Docteur Nanlin Alice Gengane est plateau-gastro-entérologue et assistante à l'université Joseph Kizerbo, doctorante à l'université de Montpellier. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Participez à l'émission en appelant au 25 40 79 03. Docteur Zouré, quelles sont les prévalences des hépatites virales B et C au Burkina Faso? Merci. Bonsoir Madame Dao. Et bonsoir, merci pour cette opportunité que vous nous offrez de parler donc d'hépatite virale et notamment de transmission mère-enfant. Pour ce qui est de la prévalence des hépatites virales au Burkina, nous allons donner essentiellement pour l'hépatite virale B et C. Pour l'hépatite virale B, nous avons une prévalence de 9,1%. Prévalence globale, et en sachant que les régions du Sahel, de l'Est et du Centre-Est sont les régions les plus touchées. Et pour l'hépatite C, la prévalence moyenne est de 3,6%. Et ce sont les régions du Sud-Ouest et des Cascades qui sont les plus touchées. Docteur Gengane, quelle est l'importance de la transmission mère-enfant des hépatites virales dans le monde? Merci Madame Dao. Je ne saurais commencer mes propos sans remercier les membres de la Société d'hépatogastro-entérologie qui me permettent d'être là aujourd'hui et d'apporter ma modeste contribution. Avant d'aborder la question, il faut savoir que la transmission materno-fœtale est une transmission qui se fait donc de la mère à l'enfant, que ce soit pendant la grossesse, au moment de l'accouchement ou encore après l'accouchement par la voie de l'allaitement. Donc, la transmission de l'hépatite B est très importante
et est le facteur majeur de l'entretien de l'infection au niveau mondial. Cette transmission est fonction du fait que la mère soit réplicative ou pas. Ça veut dire que le risque de transmission peut atteindre 90% lorsque la maman est réplicative et il est de l'ordre de 30% lorsque la maman n'est pas réplicative, c'est-à-dire qu'il y a une forte charge virale. Par contre, pour l'hépatite C, là, les taux de transmission sont beaucoup plus faibles que pour l'hépatite B et on a des taux de transmission qui vont de l'ordre de 3 à 5% et c'est essentiellement lorsque la maman a une charge virale positive. La situation de la transmission mère-enfant au Burkina Faso, est-ce que, parce que les chiffres dont on dispose datent de 2007 à 2009, ça aussi c'est des études qui ont été parcellées, qui ont été menées au CHU Algado Ouédraogo, mais quelle est la situation actuelle, professeur Zamani? Merci Madame Dao. Comme vous le dites, en fait, on ne dispose pas de statistiques récentes à ce propos, mais il faut dire que, comme l'a dit le docteur Gengane, la majorité des patients de l'hépatite B s'ignorent en fait, si bien que le dépistage n'étant pas systématique, le dépistage anténatal, je voudrais dire, n'étant pas systématique, organisé également, cela fait que pour l'instant, nous ne disposons pas de statistiques. Mais il faut dire aussi qu'avec les stratégies nouvelles, avec la triple élimination que l'on évoquera par la suite dans l'émission, nous voyons que ce dépistage sera plus organisé en anténatal et la prise en charge sera aussi mieux organisée en postnatal et à partir de là aussi, nous disposerons de données fiables qui vont couvrir l'ensemble du territoire. Est-ce que tous les types d'hépatite virale se transmettent de la mère à l'enfant? Et comment se fait cette transmission? Toujours avec le professeur Zamani. Il faut signaler qu'il s'agira essentiellement de l'hépatite B, dont nous parlerons aujourd'hui. Également, l'hépatite C peut se transmettre de la mère à l'enfant, mais plus faiblement. L'hépatite D également. La A et la E étant de transmission orale. Et cette transmission en général, se passe en postnatal, c'est-à-dire, je dirais, en père natal, au cours du travail d'accouchement et dans le postpartum, mais il peut arriver aussi, à la faveur de certaines circonstances, que la transmission puisse se faire au cours de la grossesse. L'hépatite, une infection virale qui affecte des milliers de personnes au Burkina Faso. C'est une maladie silencieuse qui touche environ 10% de la population. Elle affecte tout le monde et également les femmes enceintes. Son évolution peut être fatale pendant la grossesse pour la mère que pour l'enfant si elle n'est pas diagnostiquée à temps. Le reportage de Césaire Carrefour et de Isiaka Nana. L'hépatite, un problème de santé publique au Burkina Faso. Environ une personne sur 10 est infectée par le virus de l'hépatite B, un taux estimé à 1 sur 8 chez la femme enceinte, selon le docteur Sibraogo Kemtouré. Ce que nous voyons ici, c'est les femmes qu'on dit porteuses du virus, c'est-à-dire qu'elles sont infectées, mais elles n'ont pas de signes cliniques, elles ne souffrent pas en fait de l'infection. Mais comme elles ont le virus dans l'organisme, le risque là vraiment c'est de le transmettre à leurs enfants. Nous recevons beaucoup de patients atteints d'hépatite. Je ne saurais vous donner des chiffres, mais compte tenu du statut de l'hôpital Yalgado, qui est un hôpital de référence, nous recevons essentiellement des femmes enceintes infectées du virus de l'hépatite B et présentant des complications, notamment l'ictère, l'acide ou bien un gros foie douloureux ou non. Les femmes qui n'ont pas de complications, qui sont donc simplement infectées ou qui ont l'hépatite B, sont également reçues ici. Au centre universitaire Yalgado Ouédraogo, le dépistage est systématique selon le docteur Sibraogo. Seul bémol, le coût élevé du test. On est confronté à l'accès financier au test de dépistage. Bon, ça coûte environ 9 000 francs dans cet hôpital, si ce n'est pas subventionné. Donc ce n'est pas à la portée de toutes les femmes enceintes. Alors, les examens ne sont pas disponibles sur toute l'étendue du territoire, notamment la charge virale.
et l'évaluation de la fibrose. Et c'est également le coût élevé de ces examens. Donc, si ce n'est pas disponible, c'est réalisé à l'extérieur et ça fait que le coût est élevé. Et même quand c'est disponible sur place, il y a des populations qui ne peuvent pas avoir accès à ces examens. Il y a aussi l'ignorance qui fait que les femmes viennent en retard en consultation ou même quand elles sont dépistées positives et orientées, elles se disent que ça peut attendre. Donc, elles vont venir en retard après quand il y a déjà une complication. Pour ces spécialistes, l'infection du virus de l'hépatite B peut avoir des conséquences aussi bien pour la mère que pour l'enfant. Le problème, c'est que ça peut entraîner une issue un peu défavorable de la grossesse. Il y en a qui peuvent faire des avortements, il y en a qui vont faire des accouchements prématurés. Bon, c'est-à-dire que l'enfant peut ne pas bien grandir pendant la grossesse. Et en plus de ça, il y a le risque de transmettre ce virus-là à l'enfant. Les nouveau-nés sont généralement contaminés lors des derniers trimestres de la grossesse, donc l'infection peut évoluer très rapidement. Donc ça peut se compliquer, ça donne une hépatite virale active et qui peut aussi se compliquer et donner le cancer, le cirrhose aussi, qui sont des infections très graves au niveau du foie. Donc ce sont les deux situations, c'est une maladie mais qui peut aussi évoluer de façon spontanée, guérir, l'enfant peut guérir aussi de son infection. Se faire dépister tôt, faire des examens prénuptiaux et surtout faire le vaccin, un ensemble de précautions qui pourraient aider à éviter la maladie, selon ces spécialistes. Diagnostiquer l'hépatite B chez la femme enceinte nécessite une prise en charge aussi bien chez la mère que chez l'enfant. Une prise en charge pluridisciplinaire et transversale qui consiste en des examens cliniques et de laboratoire avant le 6e mois de la grossesse. Pour le nouveau-né, son vaccin se fait dès la naissance. Un vaccin qui sera par la suite combiné au programme élargi de vaccination. Césaire Carrefour, Isaka Nana. La prise en charge de l'hépatite B se fait de façon transversale et pluridisciplinaire. Un traitement qui nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes. La collaboration entre le service de gynécologie et le service d'hépatogastroentérologie est bonne. Elle consiste en des échanges fructueux pour permettre une bonne prise en charge des patients. Et ça consiste donc à donner des avis en gynécologie ou à demander des avis quand on a des cas, ou à référer des patients en gynécologie, ou à recevoir des patients référés de la gynécologie, ou à suivre concomitamment les patients dans les deux services. Donc il peut y avoir des patients qui sont suivis et en gynécologie et en hépatogastro. Donc c'est une bonne collaboration qui peut être renforcée et améliorée par des formations continues. Il s'agit la plupart du temps des enfants, des nouveau-nés, nés des mères qui ont présenté une infection, l'hépatite B. Donc on parle des enfants exposés à l'hépatite B qui viennent en pédiatrie pour une prise en charge. Donc ce sont des nouveau-nés. Mais il peut s'agir aussi d'une maman qui est enceinte, qui est connue, qui présente une infection à l'hépatite B. Et les gynécologues nous avertissent comme quoi cette maman attend un enfant, donc il y a une prise en charge qu'il faut prévoir après la naissance. Donc ce sont souvent les deux situations, soit avant la naissance, soit après la naissance. Une prise en charge sur la femme enceinte qui consiste surtout à des examens cliniques et de laboratoire avant le 6e mois de grossesse. Il y a des examens de sang qu'il faut réaliser et éventuellement une échographie. Voilà. Une fois que ces examens sont réalisés, si la femme est éligible à la mise sous traitement, elle sera traitée à partir du 6e mois de la grossesse jusqu'à 3 mois après l'accouchement. Si elle est dans le cadre de la prévention, si elle est éligible parce que sa maladie est assez évoluée, elle sera mise sous traitement pour une durée indéterminée. Pour le nouveau-né, son vaccin se fait dès la naissance. Un vaccin qui sera par la suite combiné au programme élargi de vaccination. On leur propose ce qu'on appelle le vaccin monovalent à la naissance. C'est-à-dire le jour même de la naissance, on leur fait l'injection de ce vaccin-là en intramusculaire. Donc c'est facilement réalisable par pratiquement tous les prestataires. En dehors du vaccin qu'on fait à l'enfant à la naissance, bon, en principe 1 mois après, on doit refaire une autre dose et 2 mois. Bon, à partir du 3e mois en allant, comme c'est un vaccin qui est inclus dans ce qu'on appelle le programme élargi de vaccination, et ce programme va prendre la relève pour continuer la vaccination chez l'enfant.
Et quand c'est vraiment bien fait comme ça, le plus souvent, le risque est très minime pour que l'enfant contracte le virus. À côté de la vaccination, le sérum, proposé également par les agents de santé. Il y a des familles qui ont tellement de moyens, là on peut leur proposer ce que nous appelle le sérum contre le virus de l'hépatite B, qu'on fait aussi à la naissance. Tout ça c'est pour renforcer l'efficacité de la prévention. Il n'y en a même pas sur la place du marché, il fallait commander à l'extérieur. Et on demandait environ 200 000, des femmes 300 000 francs au couple. Mais depuis un certain temps, c'est disponible maintenant dans certaines pharmacies et ça tourne autour de 40 000 à 50 000 francs. Qualifiée souvent de maladie silencieuse, l'hépatite B affecte de nombreuses personnes au Burkina Faso, dont des femmes et leurs nouveau-nés. Face à cette situation, les spécialistes plaident pour la disponibilité des tests et une subvention des coûts du traitement, toute chose qui pourrait permettre une prise en charge efficace de la maladie. Ok, retour sur ce plateau avec nos invités. Donc, Dr Zouré, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, on a vu dans le reportage où on parle de la non-disponibilité de certains vaccins. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui pose ce problème? Pourquoi ce problème se pose-t-il? En réalité, ce n'est pas le vaccin lui-même qui est absent, mais c'est plutôt le sérum. Le sérum, je pense que je vais laisser Dr Gengani compléter la réponse. D'accord. En fait, dans la stratégie vaccinale qui existe au Burkina Faso, dans le programme élargi de vaccination, on a le vaccin pour les nouveau-nés à partir de 2 mois de vie. Donc, l'OMS recommande pourtant de sérovacciner les nouveau-nés, c'est-à-dire vaccin plus immunoglobuline dès la naissance. Donc, au Burkina Faso, les enfants qui naissent de mères infectées sont exposés durant leurs 2 premiers mois de vie. Voilà le problème qui est posé. Par contre, concernant les immunoglobulines, elles ne sont pas disponibles sur l'ensemble du territoire. Elles sont disponibles uniquement dans les grandes villes comme Ouagadougou, dans certaines pharmacies, et elles ont un coût exorbitant pour la population. La dose pour le nouveau-né est autour de 59 000 francs CFA, alors qu'il faut 2 doses à la naissance, donc environ 120 000 francs. Et pour la dose de 250 000 dont parlait le docteur Tchemtouré, c'est justement les doses des adultes. Mais en gros, il faut retenir que pour les immunoglobulines, à la naissance, il faut 2 doses, qui reviendrait donc à 120 000 francs CFA. Voilà. Docteur Zouré, on parle actuellement de triple élimination, VIH, hépatite, syphilis. Pourquoi cette combinaison? D'accord. En fait, c'est une combinaison très stratégique. Premièrement, parce que les hépatites et le VIH ont beaucoup de similitudes en termes de voies de transmission. C'est les mêmes voies de transmission. Donc, c'est les mêmes populations qui sont exposées. Et deuxièmement, aussi, chose très importante, c'est que le traitement de l'hépatite B couvre aussi, le traitement du VIH, voilà, le protocole actuel qui est adopté au Burkina couvre également l'hépatite B. Si bien que quand on traite une femme séropositive, on la traite en même temps pour l'hépatite. Maintenant, il reste les femmes qui ne seront pas séropositives et qui donc ne vont pas bénéficier donc de ce paquet de soins pour leur hépatite. Donc la stratégie ici, c'est pour profiter de tout le dispositif qui est mis en place pour le VIH, puisque actuellement sur tout le territoire, dans tous les CSPS, normalement, le test du VIH est disponible. Donc maintenant, on fait en sorte que dans le paquet VIH, on prenne en compte aussi l'hépatite B et la syphilis, parce qu'il existe des tests qui font les trois pathologies en même temps. Voilà. Ce qui fait que, bon, on profite vraiment du VIH, là, de tout le dispositif qui est là et qui a permis d'avoir des bons résultats. On ne va pas nier qu'on est passé de plus de 10% à moins de 1% actuellement. Donc, c'est ce dispositif-là qu'on exploite et qu'on prend en même temps l'hépatite pour que le plus de femmes possible puissent avoir. Sachant que pour l'hépatite B, on est presque à 10% de prévalence. Docteur Gengani, comment les hépatites virales sont diagnostiquées chez la femme enceinte? Donc, lorsqu'on est face à une femme enceinte chez qui on suspecte une hépatite virale, la démarche diagnostique va faire appel à 5 points principaux, un peu en résumé. D'abord, il faut évoquer l'hépatite. Ça veut dire qu'il faut faire un dosage des transaminases, qui est un examen biologique simple, qui va permettre de dire que le foie est attaqué par quelque chose. Puis, lorsque les transaminases sont élevées, on va faire d'autres examens pour rattacher cette attaque-là à une étiologie virale notamment. C'est là qu'on fait des marqueurs sérologiques
ou des marqueurs moléculaires qui sont plus poussés. Dans le cadre de l'hépatite B, on va faire par exemple l'antigène HBS, qui est un marqueur sérologique. Et dans le cadre de l'hépatite C, on va faire l'anticorps anti-VHC ou encore aller jusqu'à l'ARN viral pour confirmer la présence de cette infection. Une fois qu'on a confirmé que la patiente a une infection, une atteinte du foie liée à un virus, on va rechercher est-ce que cette affection est aiguë ou chronique. Ça veut dire que lorsque, par exemple, pour l'hépatite B, lorsque cet antigène HBS est positif au-delà de 6 mois, on passe de la phase aiguë à la phase chronique. Et la 4e étape va consister à évaluer l'état du foie sous-jacent. Est-ce que cette affection-là atteint des complications ou pas? Donc, une fois qu'on a fini de classer cette femme, on peut savoir quelle prise en charge lui proposer. Il y a un élément très important pour finir qui constitue la 5e étape, c'est la recherche des signes extra-hépatiques. Parce qu'il faut savoir que les virus, que ce soit le virus de l'hépatite B ou le virus de l'hépatite C, n'infecte pas uniquement que la cellule du foie. Il peut aussi infecter par exemple les lymphocytes ou d'autres cellules comme les neurones et donc donner des manifestations au niveau de la peau, du cerveau ou des manifestations cardiaques. Et ça peut être même des circonstances de découverte de l'infection. Donc voici un peu résumé comment on peut diagnostiquer le mal chez une femme enceinte. Professeur Zamané, quelles peuvent être les conséquences sur l'évolution de la grossesse? Alors, il faut dire que la présence de la grossesse, même en dehors de la maladie, fragilise déjà l'organisme maternel parce que l'organisme est beaucoup sollicité avec la présence de la grossesse. Alors, s'il y a une pathologie qui vient s'ajouter, cela voudrait dire que l'organisme peut mal tolérer cette nouvelle pathologie qui est venue se greffer sur la grossesse. L'évolution peut être émaillée de complications tant pour la mère que pour le produit de conception qu'elle porte. Et il faut dire aussi, c'est ressorti dans le reportage, l'une des conséquences aussi, c'est le risque de la transmission mère-enfant de ce virus, surtout si l'infection maternelle a lieu au dernier trimestre de la grossesse. Ça, c'est quelque chose dont on n'avait pas parlé. Et comment évolue l'hépatite chez un enfant qui est contaminé déjà dès l'enfance à l'enfance, Dr Gengani? D'accord, merci. Selon qu'on est dans le cas de l'hépatite C encore ou de l'hépatite B, l'évolution n'est pas exactement pareille. Par exemple, lorsqu'on est infecté, un enfant infecté par le virus de l'hépatite C, dans environ 20% des cas, il va avoir une résolution spontanée et une guérison. Et 80% de ces enfants vont évoluer vers la chronicité. Par contre, dans le cas de l'hépatite B, plus l'infection se fait précocement, plus le risque d'être porteur chronique est grand. Ça veut dire qu'un nourrisson ou un nouveau-né qui est infecté a 90% de chances d'avoir des infections chroniques. Par contre, si c'est un âge préscolaire, on a environ 25% des cas. Et enfin, si on a l'infection à un âge adulte, seulement dans 10% des cas, on va évoluer vers la chronicité quand on sait que quand on dit infection chronique, derrière, on sous-entend complications vers la cirrhose et le cancer du foie. Donc, c'est les évolutions possibles. Est-il possible de prévenir la transmission mère-enfant des hépatites virales et comment? Merci. Il est possible de prévenir la transmission mère-enfant du virus de l'hépatite B dans le cas de l'hépatite B. Excusez-moi. Donc, pour l'hépatite C, il n'y a pas de mesure de prévention de la transmission mère-enfant. Il n'en existe pas. Pour le B, par contre, il en existe plusieurs, au nombre desquels nous avons 3 principaux outils. C'est la vaccination qui existe depuis les années 1980. On a les immunoglobulines et on a le traitement des mères pendant la grossesse, essentiellement au 3e trimestre, qui est le moment auquel le risque de transmission est le plus grand. Et donc, on utilise dans ce cas-là le tenofovir jusqu'à 3 mois après la naissance du nourrisson. Pour le C, il faut savoir que dans le cas de l'infection par le virus de l'hépatite C ou dans le cas de l'hépatite B, on peut autoriser l'allaitement parce qu'il n'y a pas de passage des virus de la barrière intestinale. Donc, il n'y a pas de risque de transmission par le biais de l'allaitement. Donc, après la naissance du nouveau-né, quel que soit le type d'infection, on peut allaiter le nouveau-né. Okay. Qu'est-ce qui est fait en faveur de la prévention et du dépistage, Dr Zouri? En matière de prévention, le meilleur moyen de prévention, c'est la vaccination. Voilà, et au Burkina, donc, comme Dr Gengani l'avait annoncé, à partir de 2 mois, tous les enfants
tous les nourrissons au Burkina ont droit à 3 doses de vaccin contre l'hépatite B, qui est combiné avec le vaccin de la diphtérie, tétanos, coqueluche qu'on connaît depuis le temps de la Révolution. Voilà. Donc maintenant, on a le vaccin systématiquement à partir de 2 mois, 3 mois et 4 mois pour les enfants. Maintenant, pour ce qui concerne les adultes, d'accord, c'est toujours la vaccination, mais c'est sous réserve d'ailleurs que la personne ne soit pas déjà contaminée ou n'ait pas déjà été en contact avec le virus. Donc ça, c'est pour ce qui est en faveur de la prévention. Donc le vaccin est disponible pour les enfants et pour les adultes. Pour ce qui est du dépistage, bon, le dépistage aussi, il est disponible dans les centres de santé qui disposent d'un laboratoire. Voilà, actuellement, c'est ce qui est possible, facilement possible. Et également, le dépistage est porté beaucoup par les associations qui sont, voilà, qui organisent. Ça veut dire que le dépistage n'est pas accessible dans tout le pays. Il y a des zones où on ne peut pas avoir accès au dépistage. Oui, là où il y a un CM, c'est des structures de santé qui ont des laboratoires. Mais actuellement, il faut dire que la couverture géographique est assez harmonieuse. Voilà, ce serait difficile que dans une province, ou en tout cas, puisqu'on a jusqu'à 73 districts pour le Burkina, donc chaque district a au moins un laboratoire où on peut faire le dépistage. Professeur Zamané, docteur Gengane a eu à dire que la transmission était plus fréquente au dernier trimestre de la grossesse. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, plusieurs facteurs. Il faut déjà dire que si une infection survenait au premier trimestre, comme elle l'a dit également, l'infection peut évoluer sur le mode aigu, puis après, l'organisme maternel peut éliminer ce virus. Dans une certaine proportion de cas, on peut tendre vers la guérison. C'est au cas où maintenant on passe à la chronicité qu'on peut avoir ce risque de transmission de la mère à l'enfant. Également, si l'infection survenait au dernier trimestre, il faut dire que quand la charge virale est élevée, cela constitue un deuxième facteur, sinon le principal facteur de transmission mère-enfant. Et si ça survient au moment où la femme est sur le point d'accoucher, vous conviendrez avec moi que cet enfant, il est beaucoup plus à risque d'être contaminé. Comment est organisée la prise en charge des malades à l'échelle nationale, Dr Zouri? Merci. Bon, pour ce qui est de la prise en charge, il faut noter que la situation actuellement est, en tout cas, c'est nettement améliorée par rapport à 5-10 ans en arrière, puisque actuellement dans tous les CHU, tous les CHR, en tout cas tout ce qui s'appelle hôpital, il y a des spécialistes donc pour la prise en charge des hépatites virales. Pour ce qui est du traitement aussi, on a fait en sorte que le traitement soit disponible partout. Donc dans toutes les régions, il est possible d'avoir un accès au traitement pour l'hépatite B et l'hépatite C. Donc la seule chose qui est un peu plus compliquée, c'est les examens. Voilà, puisque tous les examens ne sont pas disponibles partout, sur toute l'étendue du territoire. Il y a certains examens, il faut être soit à Ouaga, soit à Bou. Et par rapport à l'accès au traitement? Ok, l'accès au traitement aussi s'est nettement amélioré. Comme je vous l'ai dit, actuellement, sur toute l'étendue du territoire, on peut avoir des traitements pour l'hépatite, les hépatites B et C. Voilà. Maintenant, pour l'hépatite C, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est CHR, CHU, le traitement est disponible. Pour l'hépatite B, jusqu'à présent, c'était surtout dans la CAMER qui faisait la dispensation. Mais actuellement, on est en train de s'organiser pour qu'au même titre que l'hépatite C, les traitements de l'hépatite B soient disponibles dans tous les CMA, dans tous les CHR et dans tous les CHU. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendrebugo. Alors, Monsieur Marius Zongo nous suit à Bobo du Lasso. Il constate que les examens coûtent cher et prennent du temps pour les résultats. Et il prend l'examen où on parle de charge virale. Il s'est laissé dire que cet examen-là, on fait les prélèvements et ici sur place, mais les analyses ont lieu hors du pays, en France. Pourquoi on n'équipe pas les laboratoires nationaux pour que ces examens-là se fassent sur place?
quelles sont les possibilités de subvention, parce qu'il dit que l'examen coûte cher. Quelles sont les possibilités de subvention pour que les examens soient accessibles aux populations? Monsieur Rodrigue Ndo est à Bobo du Lasso. Sa question, c'est est-ce que l'hépatite B est héréditaire? Il pose la question parce qu'il connaît un papa qui en souffre. Est-ce qu'il peut transmettre l'hépatite B à ses enfants? Madame Edith Nouktara est à Ouagadougou. Une femme de son entourage souffre de jaunisse. Est-ce que c'est l'hépatite? Et quel genre d'hépatite? A, B ou C? Quels sont les risques pour son bébé puisqu'elle est enceinte? Est-ce qu'elle peut suivre les traitements traditionnels à base de plantes? Est-ce que ces traitements-là ne sont pas dangereux pour son bébé? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de fausse couche ou de malformation pour le futur bébé? Madame Nadine Bamogo nous a appelé de Bruxelles. Elle a séjourné pendant longtemps en France et elle remarque que là-bas, le dépistage est obligatoire à partir de 6 mois de grossesse en ce qui concerne l'hépatite B. Qu'en est-il au Burkina Faso? Qu'est-ce qui est fait dans les villes comme dans les zones rurales en matière de dépistage? Madame Avabou suit Santé Marapo dans le Naouri. Elle voudrait savoir quels sont les signes qui doivent alerter une femme enceinte et tout le monde d'ailleurs en ce qui concerne une éventuelle maladie d'hépatite B. Qu'est-ce qu'il faut faire si on constate qu'on a un ou plusieurs de ces signes-là? Monsieur Adolphe Rwamba est à Combisri. Il voudrait savoir si les réactifs qu'on utilise pour les tests du VIH sont les mêmes que ceux de l'hépatite B. Il veut comprendre parce que vous en avez parlé au cours de l'émission, mais lui n'a pas très bien compris et il aimerait que vous reveniez là-dessus. C'est tout pour la première partie des questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Merci Viviane Tendrebero. Donc, question des téléspectateurs, Monsieur Zongo, donc, qui suit l'émission depuis Bobo du Lasso, il constate que les examens sont chers, donc, et prennent du temps. Docteur Zouré, en ce qui concerne la charge virale, il s'est laissé dire que certaines analyses sont faites hors du pays, en France. Donc, pourquoi on n'équipe pas les laboratoires pour que ces examens se fassent sur place? Merci pour la question. Nous sommes dans cette dynamique de rendre accessible la charge virale au plus proche, puisqu'il y a des appareils actuellement, ce sont d'ailleurs les mêmes appareils qu'on utilise pour détecter la tuberculose, pour faire la charge virale du VIH, même qu'on utilise actuellement pour faire les tests Covid. Voilà, ces mêmes appareils peuvent servir pour les hépatites virales également. Donc nous sommes dans cette dynamique-là de pouvoir donc le faire. Maintenant, il faut juste réorganiser le dispositif, réinstaller, en tout cas installer certains logiciels sur ces mêmes appareils-là pour pouvoir le faire. Nous sommes dans la dynamique. Oui, mais en ce moment, ça se fait à l'extérieur ou ça se fait sur place? Actuellement, je pense qu'il y a au moins un laboratoire qui le fait ici. Serba. Voilà, le centre Serba fait la charge. Je ne sais pas si j'ai le droit de prononcer. Vous l'avez déjà fait. Donc, sinon, à Ouaga, il y a des structures qui peuvent réaliser la charge virale sur place. C'est possible. D'accord. Donc, on parle des coûts. Quelles sont les possibilités de subvention pour que les examens soient accessibles aux populations? Bon. Quelle stratégie le ministère envisage? Oui, la stratégie, c'est que si on arrive justement à utiliser les appareils pour de jeunes experts là, ça sera plus accessible. Maintenant, à quel coût? On n'a pas encore évalué les coûts pour dire clairement que ça sera à tel franc ou pas. Mais on est dans la perspective de pouvoir offrir le test à 10 000 francs, si on arrive à tout mettre le dispositif en place. Mais reconnaissons qu'il y a déjà un effort qui est fait pour le traitement de l'hépatite. Les traitements pour l'hépatite B et l'hépatite C sont fortement subventionnés au Burkina. Donc c'est déjà ça. On avance petit à petit, tout ne peut pas se faire en même temps, mais il y a la perspective, on s'organise pour pouvoir le faire. Donc, parce qu'il faut pouvoir se faire diagnostiquer d'abord avant d'être pris en charge. C'est ça. Okay. Docteur Gengane,
est-ce que l'hépatite est héréditaire? Est-ce qu'un papa qui en souffre peut le transmettre à ses enfants? Merci pour la question. On ne pourra pas parler d'hérédité à ce niveau parce que si on dit héréditaire, on sous-entend une transmission génétique. Ça veut dire que le papa infecté va transmettre peut-être à tous ses enfants le même gène et donc l'infection. Alors que là, on est dans le cadre d'une maladie infectieuse. Donc on peut plutôt dire que l'hépatite B est une maladie infectieuse. Ça veut dire que lorsqu'un papa ou n'importe quel membre d'une famille est infecté par ce virus, il y a un risque de transmission horizontale. L'émission d'aujourd'hui va porter sur la transmission verticale, c'est-à-dire de la mère à l'enfant. Mais il existe des cas, juste pour répondre à cette question, de transmission horizontale intrafamiliale par le biais donc de partage d'objets tranchants par le biais du sang. Donc oui, c'est une maladie qui peut se transmettre dans la famille, mais pas par le biais de la génétique, mais par le biais de la contamination. Professeur Zamané, il y a Madame Nouktara qui souffre, qui connaît une femme de son entourage qui souffre de jaunisse. Est-ce que jaunisse égale à hépatite? Et quels sont les risques pour le bébé puisqu'elle est enceinte? Alors, il faut dire que la jaunisse, en fait, c'est la coloration jaune des téguments. Ça peut être la peau, les muqueuses. Et dans le langage médical, on l'appelle ictère. Il y a plusieurs pathologies qui peuvent être à l'origine de cet ictère. Donc, d'entrée de jeu, on ne peut pas dire que c'est forcément l'hépatite. L'ictère est un signe certes d'hépatite, mais beaucoup d'autres maladies aussi peuvent être à l'origine de l'ictère. Donc, ce qui serait souhaitable, c'est de pouvoir consulter pour qu'on puisse l'examiner et demander les examens paracliniques qu'il faut. Et en ce moment, on pourra éventuellement poser un diagnostic de façon beaucoup plus précise. Et voilà, donc c'est à l'issue de cela qu'on saura qu'est-ce qu'il faudra faire. Et pour les risques pour le bébé... Pour le bébé, est-ce qu'il y a pas de risque de fausse couche ou de malformation? Et puis elle demande également si on peut utiliser des plantes. Est-ce elle peut suivre des traitements à base de plantes? Bon, pour le traitement à base de plantes, comme je l'ai dit, c'est mieux d'abord de faire le diagnostic, savoir exactement de quoi elle souffre. Parce que si l'on prend par exemple la drépanocytose, chez certaines personnes, ça peut donner de l'ictère. Un paludisme grave peut donner de l'ictère. Vous voyez donc que la conduite à tenir va dépendre effectivement de ce qu'on aura diagnostiqué. Et l'évolution de la grossesse aussi en dépend. Donc on a dit qu'à Bruxelles, ça c'est Madame Bamogo, où elle a longtemps séjourné, en France également, elle a remarqué que le dépistage est obligatoire au 6e mois de grossesse. Donc en ce qui concerne l'hépatite B, qu'en est-il au Burkina? Qu'est-ce qui est fait dans les zones rurales? Merci pour cette question. Effectivement, ailleurs, le dépistage est obligatoire et notamment au 6e mois de la grossesse. Dans notre contexte ici, nous mettons l'accent sur la première consultation prénatale. Il faut contextualiser aussi. Et dans cette première consultation prénatale, les femmes que nous avons la chance d'avoir en consultation prénatale auront comme bilan, dans le bilan paraclinique qu'on va leur demander, il va figurer le dépistage de l'hépatite B. Mais il faut savoir aussi, oui, ça c'est dans les grands centres, dans les CHU, ainsi de suite. Là où le test est disponible, on fait le dépistage parce que en fait, c'est la porte d'entrée de la prévention de la transmission mère-enfant. Et ce dépistage a un avantage certain. Alors, si on fait le dépistage et on se rend compte que la femme, par exemple, n'est pas porteuse du virus et qu'elle n'est pas immunisée, ça peut être l'occasion de la vacciner même au cours de la grossesse. Et s'il se trouve aussi que malheureusement le dépistage est revenu positif, c'est aussi une porte d'entrée pour faire le dépistage au niveau de la famille. Le conjoint, les enfants s'il y en a, ainsi de suite. Et s'il y a une prise en charge à faire, on peut l'organiser. Dans notre contexte, bon, dans les centres reculés où le test n'est pas disponible, malheureusement, on ne peut pas le faire. Sinon,
Il est systématique, il n'est pas obligatoire, mais il est systématique, là où c'est disponible. D'accord. Ok, M. Rambali, il voudrait savoir si les réactifs sont les mêmes pour le test du VIH et de l'hépatite B. Parce que on en a parlé en début d'émission. Est-ce que c'est le même test, Dr Zouri? Okay. Bon, ce n'est pas le même test qui fait le VIH et l'hépatite. Mais il y a la possibilité, la technologie actuelle a permis de combiner donc ces deux maladies, même 3 avec la syphilis, sur le même test. Donc en faisant le test, en ayant ces tests combinés, on peut avoir en même temps le résultat du VIH, le résultat de l'hépatite et le résultat de la syphilis. Et c'est justement cette possibilité-là qu'on exploite pour pouvoir donc passer à la stratégie de triple élimination hépatite, VIH, syphilis. Donc, Madame Avabou qui nous suit depuis Pau. Donc, elle voudrait savoir quels sont les signes qui doivent alerter. Est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire si on constate qu'on a plusieurs signes de la maladie? Docteur Gengane. Merci. Rappelez-nous les signes et puis qu'est-ce qu'il faut faire? À quel moment faut-il s'inquiéter quand on constate quels signes principaux doivent nous alerter? Avant de rappeler ces signes-là, je tiens à dire que quand on soit dans le cas de l'hépatite aiguë ou dans le cas de l'hépatite chronique, dans 80% des cas, il n'y a aucun signe. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir des symptômes avant de consulter. Dès qu'on a une hépatite virale, que ce soit B ou C, on doit se faire suivre, même si on n'a aucun symptôme, parce qu'on peut atteindre des formes compliquées sans avoir aucun signe. Ça, c'est un élément important à retenir. Maintenant, si vous demandez quels sont les signes quand on est dans une forme symptomatique, c'est-à-dire quand ils existent, il y a une phase qu'on appelle phase préictérique et une phase ictérique. La phase préictérique, elle est dominée surtout par des signes pseudo-grippaux. On a des signes comme si on avait un palu ou comme si on avait une grippe, de la fièvre, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, et on peut avoir même de l'urticaire, c'est-à-dire des démangeaisons. C'est là qu'on parle de la triade de Caroli. Donc, tous ces signes-là vont régresser lorsque l'ictère va s'installer. Et là, on aura maintenant l'ictère, c'est ce que vous appelez communément les yeux jaunes, la jaunisse. Et là, c'est déjà un signe qui peut alerter. Mais les yeux jaunes ne veulent pas dire forcément hépatite. C'est pour ça qu'il faut consulter et c'est le médecin qui va permettre de dire si cet ictère-là est lié ou non à une hépatite virale. Donc, en résumé, ne pas attendre d'avoir des symptômes, sinon on peut vraiment développer des formes chroniques et compliquées. En pratique, dans les hôpitaux, comment se fait la prise en charge? Toujours avec le docteur Gengane. La prise en charge des femmes enceintes, je voudrais revenir juste avant pour dire que le dépistage, surtout dans les zones rurales, pose problème parce que une des avancées majeures en termes de politique avait été d'instituer la gratuité de la prise en charge pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Malheureusement, officiellement, donc, les hépatites virales ne font pas partie de cette gratuité. Donc, il y a encore des zones où ce dépistage n'est pas remboursé et donc c'est l'occasion de faire un plaidoyer pour que ce soit le cas, vu que nous sommes dans une zone de forte prévalence. Donc, quand les femmes sont diagnostiquées positives au cours des consultations prénatales, comme l'a dit le professeur Zamané, c'est au cours de la première consultation prénatale, elles sont référées généralement aux hépatogastro-entérologues par les gynécologues ou les sages-femmes. Et dès qu'elles sont reçues au niveau de l'hôpital, nous évaluons 3 éléments essentiels, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de l'inflammation, est-ce qu'il y a de la réplication, est-ce qu'il y a beaucoup de virus chez cette femme, et le 3e élément, est-ce que son foie sous-jacent est bien portant, est-ce qu'il y a des complications. Donc, lorsqu'on a ces différents éléments, ça nous permet de décider est-ce que la femme doit être traitée pour prévenir la transmission mère-enfant uniquement, ou est-ce qu'elle a besoin du traitement pour elle-même. Donc, il y a les 2 niveaux. Au cas où elle doit être traitée dans le cadre uniquement de la prévention de la transmission mère-enfant, c'est un traitement qui est sur une courte période, du 6e mois jusqu'à 3 mois après l'accouchement. Et lorsqu'elle doit être traitée pour elle-même, c'est un traitement qui va généralement à vie, jusqu'à vie. Donc, dans cette prise en charge qu'on a, les 2 principaux freins, c'est la réalisation de la charge virale, comme dont on a parlé tout à l'heure, et la disponibilité du ténophobie qui, des fois, présente quelques ruptures, et surtout avec la pandémie à Covid-19, il y a eu des périodes d'interruption. Donc, voici les deux grands obstacles à cette prise en charge pour ce volet de la femme. Concernant les nouveau-nés, à ce niveau, il faut
séro-vacciner les nouveau-nés dans les 24 premières heures de vie, c'est-à-dire vaccin plus sérum. Aujourd'hui, le vaccin commence dans le PEV à partir du 2e mois et donc la stratégie qui est proposée dans les hôpitaux, c'est de compléter, de prescrire la dose à la naissance et la dose à 1 mois pour le vaccin, de même pour les immunoglobulines. Et ces différentes doses vont être à la charge du couple qui va acheter ces vaccins et les remettre aux sages-femmes dans les salles d'accouchement pour permettre la vaccination la plus précoce possible, parce qu'on a 24 heures pour vacciner le nouveau-né pour que la prise en charge soit efficace. Donc, lorsque ce schéma est respecté, on a environ 95% de succès, mais comme on vous l'a dit, les principaux freins, c'est que nous n'avons pas de dose unique à la naissance et nous n'avons pas d'immunoglobulines qui sont très coûteuses et non disponibles sur l'ensemble du territoire. Voilà un peu comment organiser la prise en charge. Et bien sûr, on dépiste, comme l'a dit le professeur Zamané, au sein des familles, parce qu'on a vu des familles où tout le monde était contaminé par l'hépatite B. Donc, vu que la transmission se fait de la mère à l'enfant, les personnes qu'on a en face de nous peuvent eux-mêmes être issues d'une contamination du fait de la mère à l'enfant. Et donc, leur maman est peut-être infectée et donc les autres membres de la famille. Docteur Zouri, la disponibilité de ces vaccins et de sérums tout juste après la naissance de l'enfant, cela pose problème. Qu'est-ce que vous envisagez pour régler ce problème? Bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on avance pas à pas. On ne peut pas régler tous les problèmes en une fois. Parce que le programme hépatite, c'est un nouveau programme qui n'existait pas. Donc, il y a déjà cette volonté politique de pouvoir mettre, en tout cas, mettre les hépatites en avant pour offrir donc une meilleure prise en charge pour les hépatites. Voilà. Donc, on y va petit à petit. Bon, je ne peux pas dire que c'est demain, c'est dans 6 mois, c'est quand, mais ce qui est sûr, on avance et la stratégie là, c'est de rendre tout plus accessible aux patients pour leur hépatite, que ce soit pour la prévention, pour le traitement. Docteur Genga nous a parlé également d'une rupture pendant la période de Covid. Quel peut être l'impact? Parce que s'il y a eu une interruption de traitement, quel peut être l'impact pour la suite, pour le malade? On est dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant. L'impact est immédiat. Si la femme est fortement réplicative et qu'elle présente un risque de transmettre l'infection, si elle n'a pas le produit, puisque l'objectif de ce traitement, c'est de bloquer la multiplication du virus afin de permettre qu'au moment de l'accouchement, la charge virale soit suffisamment basse pour ne pas contaminer le nouveau-né. Donc la transmission se fait essentiellement au moment de l'accouchement. Donc si le traitement n'est pas débuté suffisamment tôt, de sorte à pouvoir permettre cette diminution progressive de la charge virale pour qu'au moment de l'accouchement, il n'y ait pas un risque de transmission puisqu'il y a du sang au moment de l'accouchement, ces femmes-là sont à risque de transmettre l'infection à leur nouveau-né. Et dans le cadre on va rester dans le cadre de la PTME, je ne vais pas parler des conséquences pour les autres patients, puisqu'il y a des patients qui ne font pas partie de la PTME, mais qui sont aussi concernés par ces ruptures. Donc l'impact est réel, on a constaté des mois de rupture de ténophobie, mais je pense que de ce côté, tout est mis en œuvre pour que ces ruptures soient de plus en plus réduites. Je pense aussi qu'il y a une augmentation du pool de prise en charge. Lorsqu'on s'est un peu retourné vers le programme, ils nous ont expliqué qu'il fallait mieux évaluer les quantités de prise en charge de patients parce qu'ils augmentent au fil du temps et donc les prévisions ne sont pas toujours adaptées au nombre de patients qu'on a sur le terrain. Donc ce qui explique les ruptures qu'on peut rencontrer en plus de la situation de Covid-19. D'accord, puisque nous ne disposons pas de données, donc nous découvrons les malades au fur et à mesure et c'est pendant la consultation prénatale qu'on les découvre au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut guérir de l'hépatite B, docteur Gengani? Concernant l'hépatite, je vais commencer par l'hépatite C, parce que pour l'hépatite C, oui, on peut guérir. En 3 mois de traitement, on a un traitement curatif qui guérit complètement sur le plan virologique. Ça veut dire qu'on n'aura plus de virus qui circulent dans le sang. Par contre, attention... Ça, on peut évaluer ça comme un traitement... Il est efficace à plus de 95%. Les médicaments dont on dispose actuellement, on les appelle les antirétroviraux action directe. Donc, ils sont très efficaces, mais ils sont contre-indiqués chez la femme enceinte. Ils ne sont pas autorisés chez la femme enceinte. Donc, revenons maintenant à l'hépatite B. On peut aussi guérir de l'hépatite B. Un adulte qui est infecté par le virus de l'hépatite B va guérir d'environ 90% des cas.
Par contre, un enfant qui est infecté par le virus de l'hépatite B, lui, il va dans 90% des cas évoluer vers une forme chronique et donc ne pas guérir. Je tiens à préciser aussi à ce niveau que, donc j'avais dit pour le virus de l'hépatite C que la guérison est virologique. C'est important parce que si le virus a déjà eu le temps de créer des dégâts au niveau du foie, ça veut dire que la guérison n'est pas histologique. Les dégâts là en eux-mêmes peuvent évoluer vers une complication qui peut être la cirrhose ou le cancer. Donc des fois il y a un amalgame. Bien que la personne soit guérie sur le plan virologique, c'est des gens qu'il faut suivre quand même parce que sinon il peut faire une cirrhose et un cancer. Pour le B, même quand il y a une disparition du virus dans le sang, il a la capacité de laisser un bout de lui-même qu'on appelle ADN super enroulé, c'est cccDNA, qui persiste indéfiniment et qui peut être source de réactivation à la longue. En français facile, ça veut dire quoi? Il laisse un bout de lui-même, donc un bout d'ADN dans la cellule du foie, et ce bout d'ADN-là peut être source de réplication virale à nouveau, si par exemple la personne est mise sous chimiothérapie ou bien un traitement immunosuppresseur, c'est-à-dire qui baisse les défenses du corps. Donc voilà un peu ce qui peut se passer pour l'hépatite B. On en guérit sur le plan virologique. Le virus peut disparaître du sang, mais être toujours présent à des tas de traces et repartir à certains moments. Qu'est-ce qui est fait dans le cadre de la recherche sur les hépatites virales, professeur Zamani? Les hépatites, de façon générale, peut-être que le docteur Gengane va revenir là-dessus. Sinon, pour la transmission mère-enfant, il y a des études parcellaires qui n'ont pas encore couvert l'ensemble du territoire, comme je l'ai dit tantôt, et qui ont donné des résultats. C'est des études parcellaires pour évaluer un peu l'impact de l'intervention, de la prévention de la transmission mère-enfant. Nous avons eu ces études-là au niveau du centre hospitalier universitaire Yalgado en collaboration avec les gastro-entérologues, et nous nous sommes rendus compte effectivement quand les femmes sont suivies et que le protocole est correctement suivi, le taux de transmission va être inférieur à 1%. Voilà, voici ce que je peux dire pour ce qui concerne la transmission mère-enfant. Mère-enfant, ok. Docteur Gengane? Dans le cadre de la recherche, d'abord, je voudrais signaler qu'ailleurs, en dehors du Burkina Faso, il y a eu des avancées majeures. C'est autour des années 2014-2015 qu'on a eu à disposition les traitements contre l'hépatite C qui ont une très grande efficacité. Et concernant l'hépatite B, comme je dis, les travaux maintenant sont tournés pour la recherche de traitements curatifs et puis avec disparition justement de ces traces de virus qu'il peut laisser dans les cellules hépatiques. À l'échelle nationale, je pense que sur le plan, je ne saurais pas citer tout ce qui est fait parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui œuvrent beaucoup dans le cadre de la recherche pour améliorer la situation, mais je vais citer ceux qui me reviennent. Une avancée majeure en termes d'épidémiologie, ça a été cette étude du Centre Muraz qui a permis d'avoir la description des hépatites virales à l'échelle nationale. Si on veut aller en guerre, je pense qu'il faut bien connaître l'ennemi. Et sans avoir bien décrit l'infection, on était vraiment empêché d'avoir des stratégies de lutte. Aujourd'hui, on peut avoir à l'échelle nationale donc une description et une prévalence de l'hépatite B, C et delta, ce qui est une avancée majeure. Sur le plan de la recherche clinique aussi, avec mes maîtres à l'hôpital Yalgado, on a pu participer par exemple à l'écriture des dernières recommandations de l'OMS par la mise en place d'une cohorte qu'on a utilisée en mettant en place le traitement par le ténophobie avant que ces recommandations ne soient reconnues officiellement par l'OMS comme une mesure de prévention de la lutte contre la transmission mère-enfant. D'autres méthodes existent, notamment au niveau de laboratoire et autres, mais je pense qu'il y a vraiment des efforts qui sont faits sur le terrain pour que la recherche aide à lutter contre les hépatites virales au Burkina Faso. Quels sont les défis et les perspectives en matière de prévention de la transmission mère-enfant des hépatites virales, Dr Zouré? Merci. Les défis sont nombreux. Comme vous le voyez, on a parlé de l'accès même au dépistage. On a parlé de l'accès au bilan. Voilà. Pour les traitements, ça va, la question est plus ou moins réglée. Donc le gros défi ici, c'est déjà d'amener la population elle-même à adhérer au dépistage. C'est-à-dire là où c'est possible, si au cours des consultations prénatales, on remet à la femme le bulletin pour faire ce dépistage, il faut que les gens acceptent de payer pour se faire dépister. Pour le moment, c'est payant. Mais notre perspective, c'est de le rendre gratuit. Ça fait combien?
Actuellement, en fait, le test basique, là, il est autour de 3 000. Le basique, le test le plus simple, c'est au coût de 3 000. Ça seulement, ça ne suffit pas. Parce que quand ça, c'est positif, il faut explorer davantage pour vérifier, en tout cas faire l'état, vérifier que la femme n'est pas déjà immunisée, par exemple. Pour la vacciner, si elle n'est pas immunisée, on va la vacciner. Et si on se rend compte qu'elle est déjà immunisée, ben, c'est tant mieux, quoi, c'est un bonus. Donc, le premier test, il fait autour de 3 000. Le deuxième test, fait autour de 5 000. Voilà, les coûts moyens, c'est comme ça, dans ce que je connais. Donc, c'est déjà ça, un des défis. Et puis, donc, le défi, c'est d'offrir le dépistage gratuitement, voilà, sur toute l'étendue du territoire. Et le deuxième défi, c'est la vaccination à la naissance. Voilà. Donc, ça, on est aussi dans les démarches avec l'UNICEF, avec Gavi. Il y a une structure qui s'appelle Gavi qui appuie le Burkina donc pour faciliter l'accès au vaccin. Donc nous sommes également dans cette perspective d'offrir le vaccin à la naissance. Bon, la difficulté ici, c'est que c'est des vaccins unidoses, c'est pour 1 par enfant. Et ça, ce n'est pas très économique. Mais quand on sait aussi que les naissances ne se font pas à la chaîne, voilà, la difficulté, c'est de pouvoir avoir ce vaccin en dose unique là, à un coût vraiment abordable. Parce que c'est cher, comme vous le voyez. Donc, si on doit le faire sur toute l'étendue du territoire, voilà. Donc, on est vraiment dans cette dynamique d'avoir la vaccination à la naissance. Le deuxième lot de questions des téléspectateurs, c'est toujours avec Viviane Tendrebego. Monsieur Thomas Ouedraogo est à Ouagadougou et son épouse qui a accouché il y a 8 mois souffre d'hépatite B. On lui a diagnostiqué cette hépatite-là pendant sa grossesse. Le bébé a été vacciné à la naissance, mais il n'a pas reçu le deuxième vaccin, la deuxième dose, comme vous en avez parlé au cours de l'émission. Il est inquiet. Est-ce que le bébé est protégé ou comment faire pour attraper cette omission-là de deuxième vaccin? Il précise qu'il a acheté ce premier vaccin qu'on administre à la naissance à moins de 10 000 francs dans une pharmacie. Dans l'émission, vous avez parlé de 50 000 francs, son inquiétude. Est-ce que ce médicament vendu à moins de 10 000 francs, est-ce que c'est le bon? Est-ce que l'enfant est protégé? Qu'est-ce qu'il doit faire pour savoir si son enfant est réellement protégé? Monsieur Alassane Markouma nous suit à Ouagadougou. Il précise qu'il est de la santé. Il constate que dans le cadre de la lutte contre les hépatites, il est recommandé, entre autres, de rendre obligatoire le test pendant la grossesse. Pourquoi la mise en œuvre de ces recommandations-là tarde au niveau du Burkina Faso? Qu'est-ce qui manque pour que le document d'ensemble soit vulgarisé au profit de tous les personnels des structures de santé? Madame Silga nous a appelé de Koupela. Elle se demande à quel moment une femme enceinte diagnostiquée positive à l'hépatite B peut être prise en charge. Madame Aminata Kagone, elle nous a appelé de Waïvia. Elle constate qu'il faut payer pour faire le dépistage. 3 000 francs pour elle, c'est beaucoup, surtout dans les zones rurales où on peine souvent à avoir de la liquidité. Est-ce que, à quand demande-t-elle, à quand la subvention de ce test-là et pourquoi pas la gratuité? À quand est-ce qu'on peut espérer une subvention de l'État, voire une gratuité, surtout pour les femmes enceintes? Son autre question, est-ce que les tests sont disponibles dans tout le Burkina Faso? Monsieur Saïdou Maïga nous suit à Falaguntu. Il aimerait savoir si les enfants vaccinés dès leur naissance sont protégés à vie ou bien est-ce qu'il faut renouveler les vaccins peut-être à 10 ans ou plus tard quand l'enfant sera adulte. Son autre question, c'est est-ce que quelqu'un qui a été soigné et qui est guéri peut recontracter le virus de l'hépatite B? Comment la personne doit faire pour se protéger? Madame Traoré Abobo Djoulasso veut savoir
quand est-ce qu'on peut traiter l'hépatite si on veut une autre grossesse? Elle pose la question parce que lors de sa grossesse, elle précise qu'elle a accouché et que son bébé a 21 mois. Et lors de la grossesse de cet enfant, on lui a diagnostiqué l'hépatite. Son bébé a été pris en charge à la naissance, il va bien, mais elle, on ne lui a rien fait. C'est ce qu'elle a dit. Quelle attitude elle doit avoir si elle veut avoir une autre grossesse et comment se soigner elle-même. Monsieur Dakuo nous a appelé de Ouagadougou. En août, il a fait le test et on constate qu'il a des anticorps, mais on lui a dit que certainement il a dû faire la maladie sans s'en rendre compte. Maintenant, son inquiétude, c'est est-ce que malgré la présence des anticorps, il peut transmettre l'hépatite B à son épouse et par la suite à ses enfants? Qu'est-ce qu'il y a comme attitude à observer? Est-ce qu'il faut refaire un autre examen? Quelle est la périodicité des examens? Comment se protéger d'une réinfection? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Merci Viviane Tendrebeo. Donc, retour avec nos invités et les questions des téléspectateurs. Donc, Monsieur Ouedraogo, il est à Ouaga, son épouse a accouché il y a 8 mois. Donc, elle souffre d'hépatite B, on l'a diagnostiqué pendant sa grossesse, son bébé a été vacciné. Donc, à la naissance, mais il n'a pas reçu sa dose, la deuxième dose. Est-ce qu'il doit s'inquiéter pour cela? Docteur Guengane. Merci. En principe, il ne doit pas s'inquiéter pour cela parce que le schéma vaccinal normal recommandé par l'OMS, donc c'est une dose à la naissance accompagnée des immunoglobulines suivie du programme du PEV, c'est-à-dire ça peut être 2 mois, 3 mois et 5 mois. Il faut savoir qu'au Burkina Faso, du fait de l'absence de la dose à la naissance, au final, les enfants reçoivent 5 doses au lieu de 3 doses préconisées par l'OMS. Donc il y a des doses en trop. La dose de 1 mois a été instituée du fait de l'absence surtout des immunoglobulines. Donc on essaie de renforcer l'immunité au plus vite pour pallier à cette absence des immunoglobulines. Donc si l'enfant a reçu la dose à la naissance, ça veut dire qu'au 2e mois, il a eu les doses suivantes combinées aux autres vaccins, c'est-à-dire les vaccins du PEV. Donc, il a reçu ces doses à 2 mois, à 3 mois et à 4 mois. Donc, en tout, cet enfant a eu 4 injections contre l'hépatite virale B et il devrait être protégé. D'accord, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc, il dit également avoir acheté le premier vaccin en pharmacie à raison de moins de 10 000 francs. Pourtant, docteur, on en a parlé, docteur Zouré a parlé de 50 000. Il a fait une confusion. Ok. D'accord, donc peut-être qu'on peut rectifier un peu. C'est ça. Le produit qui a moins de 10 000 francs, c'est le vaccin. Et en effet, il est autour de 7 000, 8 000 à peu près. Et en fait, les 50 000 francs, c'est pour les immunoglobulines. C'est vrai que les patients sur le terrain ne connaissent pas les immunoglobulines parce qu'on ne les utilise pas vraiment. Le seul élément qui est fréquemment injecté au nouveau-né à la naissance, c'est le vaccin. Donc c'est lui qui est en dessous de 10 000. Mais lorsque les parents sont capables d'acheter les immunoglobulines, on rajoute les immunoglobulines qui se vendent à environ 59 000 francs CFA dans certaines pharmacies à Ouagadougou. D'accord. Donc, Monsieur Markouma, qui a constaté que dans le cadre de la lutte contre les hépatites, il est recommandé de rendre obligatoire le test pendant les grossesses. Pourquoi la mise en œuvre de ces recommandations tarde? Qu'est-ce qui manque pour que le document d'ensemble soit vulgarisé au profit de tout le personnel des structures de santé? Donc, je rappelle qu'il est du secteur de la santé. Docteur Zouré. Vous allez me faire redire ce que j'ai déjà dit. Bon, de toute façon, la répétition est pédagogique, voilà. Il a suivi. S'il veut que vous reveniez là-dessus. C'est ça, on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut dire qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On avance. Ce qui est sûr, on débroussaille le terrain et on avance. Les résultats, il ne faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain tout change. De toute façon, les prestataires même n'adhèrent pas à des changements brusques. Voilà, il faut y aller. Donc on y est. On est dans la perspective. On a élaboré les directives. On va élaborer des modules de formation, le processus est en cours et on va former à l'échelle du Burkina. Voilà. Voici les étapes qui sont prévues, donc ça se fera.
D'accord, donc encore beaucoup de patience, Monsieur Markouma. Donc, il y a Madame Silga, professeur Gengane, elle se demande à quel moment une femme enceinte diagnostiquée positive à l'hépatite B peut être prise en charge. À quel moment? Alors, il faut dire que, comme je l'ai dit, la porte d'entrée, c'est le dépistage. Il faut faire le dépistage. C'est ça qui est important. Et en fonction du résultat du dépistage, maintenant, on essaie de faire une évaluation. Alors, s'il se trouve que le premier test est positif, il faut d'autres investigations complémentaires pour savoir à quel niveau de la maladie on est. Et ce n'est pas tous les cas aussi qui nécessitent forcément un traitement dans l'immédiat. Il y a des moments où on peut se donner le temps de surveiller pour voir comment l'évolution. Il y a d'autres situations aussi où le traitement s'impose. Mais dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant, quand au niveau de la gynécologie obstétrique, on fait le dépistage, dès que le test est positif, dans le cadre de la prise en charge pluridisciplinaire, elles sont orientées vers le service de gastro-entérologie qui mène cette investigation. Et s'il se trouve que la mère ne nécessite pas de traitement pour elle-même, on patiente et c'est au 6e mois de la grossesse qu'on va introduire maintenant ce traitement-là dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant. Et cela a pour objectif de baisser fortement, comme le docteur Gengane l'a dit, de baisser fortement la charge virale pour qu'à la naissance, il y ait moins de risques de transmission mère-enfant. Donc, le prix du dépistage est revenu 3 000 francs. On trouve que c'est beaucoup, docteur Zouré. Donc, on demande à quand la subvention et par la suite la gratuité. Donc, est-ce que les tests ont, cette question, on l'a déjà répondu à cela, mais elle est revenue. Est-ce que les tests sont disponibles dans tout le pays? En tout cas, dans tous les districts, il y a au moins une structure qui peut offrir le test. Voilà, ça ne peut pas être, pour le moment, ce n'est pas dans tous les CSPS, mais au moins dans tous les districts, il y a au moins une structure qui peut offrir le test. Public, je précise bien public. Maintenant, l'autre élément par rapport à la gratuité, à la subvention. Nous avons adhéré à la stratégie de la triple élimination, VIH, hépatite et syphilis. Voilà, je peux vous dire que déjà, il y a des commandes de tests qui sont en cours. Voilà, normalement en 2021, avec la PTME VIH, toutes les femmes enceintes devraient pouvoir avoir également le test pour l'hépatite et pour la syphilis. Pour cette année 2021, je ne veux pas dire les choses, et que, bon, beaucoup de choses peuvent survenir et que ça ne se fera pas. Mais nous sommes vraiment dans cette dynamique. Voilà, patience. On verra les résultats. Sans donner de date précise, nous sommes en tout cas dans une dynamique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait l'émission. C'est un tout. Déjà, attirer l'attention de la population, sensibiliser, leur faire comprendre que c'est important. Quand la stratégie sera mise en œuvre, les gens savent déjà pourquoi c'est important et y adhèrent plus facilement. C'est un ensemble. On est organisé. Donc, M. Saïdou, qui nous suit depuis Falaguntou, il veut savoir est-ce que les enfants vaccinés dès la naissance sont protégés ou alors il faut renouveler. Son autre question, les vaccins bien sûr. L'autre question, est-ce que quelqu'un qui a été soigné, qui est guéri, peut recontracter l'hépatite B? Docteur Gengane. Merci. Un enfant qui est vacciné dès la naissance, selon les études, est protégé pour une durée d'environ 15 à 20 ans. Cependant, il faut préciser que l'efficacité vaccinale est variable d'une personne à l'autre. Si on fait le vaccin à quelqu'un qui est immunodéprimé, il peut ne pas bien réagir au vaccin et ne même pas atteindre l'effet protecteur. Donc même étant très bien vacciné, quelqu'un peut ne pas être protégé contre l'hépatite B. C'est pour ça qu'à la fin des vaccinations, il est préconisé de faire l'anticorps anti-HBS qui va confirmer si le taux qui est produit est suffisamment élevé pour être protecteur pour ce patient. Et au fil des années, ce taux va régresser et au bout d'un moment, au fil des années, cette personne ne sera plus protégée. Et cette durée varie d'une personne à l'autre. Ce sont des estimations, il ne faut pas rester dans ce carcan.
Voilà, donc ça varie complètement. Il y a des gens qui peuvent faire 2 ans et ne plus être protégés, et auquel cas il faut juste refaire un anticorps anti-HBS pour savoir est-ce qu'on est toujours protégé par les vaccins qu'on a reçus, surtout quand on vit avec quelqu'un qui a l'hépatite B, notamment les conjoints des femmes enceintes infectées. Il faut un suivi rapproché pour être sûr qu'on a toujours l'efficacité vaccinale. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui a été soigné et qui est guéri peut recontracter l'hépatite B? D'accord. Comme je l'ai expliqué précédemment, en fait, pour l'hépatite B, la guérison n'est pas complète. Elle est juste sérologique, puisque le virus de l'hépatite B a la capacité de laisser des traces de lui-même en permanence. Donc, on n'est jamais totalement guéri, et c'est ce sur quoi s'attellent les recherches menées justement en Europe pour vraiment éliminer complètement le virus du corps. Par contre, il y a des différents génotypes du virus. Il peut arriver qu'on contracte un autre type de génotype au cours de la vie, mais on ne guérit actuellement pas totalement du virus de l'hépatite B. Pas comme avec le C, où c'est complet, le virus disparaît du corps. Professeur Zamani, à la question de Madame Traoré, donc elle a été diagnostiquée positive à l'hépatite B. Donc son bébé à son accouchement, son bébé a été pris en charge. Elle, on ne lui a rien prescrit. Donc elle se demande si c'est normal. Et puis est-ce qu'elle peut encore faire un autre bébé sans risque? Alors, la question a 2 volets. Voilà, peut-être qu'elle peut penser qu'on n'a rien fait pour elle, mais peut-être aussi que son état ne nécessitait pas un traitement particulier. C'est ce que nous avons dit tantôt. Si l'état de la mère ne nécessite pas un traitement particulier, le traitement qui sera mis, la prévention qui sera mise en route sera dans le but d'éviter que l'enfant ne soit contaminé à la naissance. Alors, si ça s'est bien passé et que l'enfant a grandi et que bon, elle souhaiterait encore contracter une autre grossesse, comme on l'a dit, tant que le virus est dans son organisme, il y a toujours un risque qu'elle puisse transmettre ce virus-là à son bébé. Donc, il faudra toujours faire une réévaluation pour voir à la prochaine grossesse. On fait une réévaluation et on va juger de la conduite à tenir en fonction de ce qu'on aura trouvé à l'investigation. Donc, nous allons fortement lui conseiller de consulter et que cette évaluation puisse être faite et que cela puisse être pris en compte dans son suivi. D'accord. Docteur, vous voulez compléter? C'est pour appuyer, pour dire que même en dehors de son désir de grossesse, elle doit être suivie du moment qu'elle est porteuse du virus de l'hépatite B. Voilà, à tout moment, elle doit, au moins tous les 6 mois, elle doit refaire un bilan pour qu'on vérifie à quel niveau de la maladie elle est. Puisque ça peut régresser comme ça peut évoluer. Docteur Gagnani, M. Dakio, qui dit avoir fait le test de l'hépatite B, on a constaté qu'il avait des anticorps, mais on lui a dit qu'il a dû faire la maladie sans s'en rendre compte. Est-ce qu'il peut transmettre la maladie à son épouse? Est-ce qu'il y a une périodicité pour refaire le test? Comment se protéger d'une autre réinfection? D'accord. Merci pour la question. Par rapport à cette question, j'ai un peu du mal parce qu'il n'a pas précisé le type d'anticorps qu'il a. Si ce sont des anticorps anti-HBS, ça veut dire qu'il est protégé contre la maladie et dans ce cas, il est guéri. Le vaccin a été efficace et c'est une infection guérie et il est protégé, donc il n'y a pas de risque de transmission. Par contre, si c'est par exemple l'anticorps anti-HBC qu'il a, ça veut dire qu'il a été en contact avec le virus et là, il faudrait les autres marqueurs pour savoir quel est le statut, la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Donc, le fait qu'il n'ait pas précisé l'anticorps qui a été recherché chez lui ne nous permet pas de bien lui répondre et je pense qu'il devrait retourner vers son médecin pour faire le point. Voilà ce que je peux dire parce qu'il n'a pas été assez précis dans sa question. Il n'a pas été précis, mais est-ce que déjà dans sa situation, est-ce qu'il peut transmettre la maladie à son épouse? Si la l'anticorps anti-HBS, c'est l'examen qu'on fait après être vacciné pour vérifier qu'on est protégé, ça voudrait dire que non, il n'a pas la maladie et il est protégé contre lui-même une infection, donc il n'a rien à transmettre. S'il est en contact, si l'anticorps anti-HBC par exemple est positif, ça veut dire qu'il a été en contact avec la maladie. Il peut être guéri,
et il a juste des traces qui prouvent qu'il avait été en contact avec la maladie. Comme il peut ne pas être guéri et être toujours porteur de l'infection, et là, il pourrait transmettre la maladie à son épouse. Donc, n'ayant pas l'anticorps qu'il a réalisé, on ne peut pas lui répondre avec précision ici. Donc, il faut qu'il retourne voir le médecin, qu'il fasse le point. Ok, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous allons faire un tour de table. Professeur Zamané, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce thème d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez comme message pour les femmes enceintes? S'il y a un seul message à faire passer aux femmes enceintes, c'est de se faire suivre lors de la grossesse. Et lors de cette surveillance de la grossesse, les prestataires vont faire le dépistage de l'hépatite B, entre autres le dépistage de l'hépatite B, parce qu'il y a d'autres choses également. Nous parlons de plus en plus de la triple élimination, c'est VIH, hépatite B et syphilis, et d'autres paquets de soins qu'on peut offrir à ces femmes-là. Donc, il faut se faire suivre et bénéficier du dépistage, et en fonction de résultats, une prise en charge sera proposée. Docteur Gengani, est-ce qu'un avenir sans hépatite est possible? Est-ce que cela est possible? Un avenir sans hépatite, il peut être envisageable, mais il n'est pas envisageable dans l'immédiat. Parce que même dans les objectifs de l'OMS de 2030, ils se sont fixés d'éliminer les hépatites comme problème de santé publique. Il faut donc rappeler qu'il y a une forte prévalence de l'hépatite, par exemple B en Afrique, qui est telle que pour atteindre l'élimination, il faudrait vraiment de nombreuses années, même des projections qui ont été faites jusqu'aux années 2080 ne retrouvaient pas d'élimination complète du virus. Donc, élimination comme problème de santé publique, oui, mais élimination complète, on a encore beaucoup d'efforts à fournir. Docteur Zoulé, nous voyons que le ministère est en train de mettre en place toute une stratégie. Donc, les choses commencent à bouger. On doit espérer quoi à court terme, moyen terme et à long terme? Le court terme, j'avais dit le terme immédiat. C'est déjà le traitement qui sera disponible pour l'hépatite B et pour l'hépatite C au niveau des structures de prise en charge. Puisque actuellement, pour l'hépatite B, c'est uniquement à la CAMEG qu'on peut se faire approvisionner. Et les CAMEG, vous voyez, elles ne sont pas... Voilà, les agences ne sont pas si nombreuses que ça. Donc déjà, nous sommes dans la dynamique de faire en sorte que partout où il y a un médecin qui a des patients hépatite B qu'il suit et qu'il a mis sous traitement, il puisse, dans sa structure, en même temps, que le patient puisse là-bas aussi avoir son traitement. Nous sommes donc déjà dans cette dynamique-là. Bon, à moyen terme, c'est la triple élimination, la stratégie, là où on va faire en sorte que sur toute l'étendue du territoire, les femmes puissent avoir le test pour le VIH, pour l'hépatite et pour les syphilis dans le même paquet. Et c'est un test qui doit être gratuit. Au même titre que le test du VIH était gratuit jusqu'à présent, ces 3 tests seront également gratuits dans le cadre de la PTME et dans le cadre de la stratégie de triple élimination. Bon, un autre des objectifs, c'est la question de la charge virale. Voilà, ça aussi c'est une perspective. Je ne peux pas vous donner de date parce que voilà, il y a tout un dispositif qu'il faut mettre en place. Mais ce qui est sûr, en 2021, on verra déjà quelque chose, c'est sûr. Et puis voilà, le reste va suivre. D'accord. Donc, c'est sur cette note d'espoir que prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Merci d'être venus sur ce plateau, chers invités. Donc, je vous dis bonne soirée et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. Prenez bien soin de vous. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus.
Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.